Aujourd'hui, je reçois Anthony Gratakos. Anthony Gratakos, c'est un candidat aux élections municipales. Il se présente à la mairie de Moussilneuf. Il est déjà élu dans le conseil municipal dans l'opposition. Il est aussi conseiller départemental. Il se présente à la mairie avec sa liste qu'il a constituée déjà depuis un bon moment. Il va expliquer de quelle manière il travaille depuis un moment déjà avec son équipe. On va faire connaissance avec Anthony Gratakos qui est habitant de Moussilneuf depuis toujours, dont la famille habite à Moussilneuf. Je rappelle comme d'habitude que ce sont les candidats qui contactent MacJournal pour être interviewés et non pas MacJournal qui contacte les candidats. Bonjour Anthony Gratakos. Aujourd'hui, nous sommes avec toi pour que tu nous expliques ton programme et ta vision pour Moussilneuf, puisque tu te présentes aux élections municipales de 2026. Vas-y, tu as la parole. Eh bien, oui, c'est la 4e fois que je me présente aux élections municipales. En tant que tête de liste. À Moussilneuf, que je conduis la liste. Je m'étais présenté la première fois en 2008 parce que je trouvais qu'un certain nombre de sujets n'étaient pas soulevés dans le débat local, et puis je trouvais sain qu'il y ait une liste d'opposition pour qu'il y ait un débat local. Parce que quand il n'y a qu'une liste dans une commune, c'est difficile d'avoir un débat démocratique. Et puis en avançant petit à petit, sans forcément avoir l'envie de gagner par ailleurs, hein. C'était participer au débat, apporter un certain nombre d'idées, poser ces idées, qui ont parfois d'ailleurs été reprises par mon adversaire, parce que du coup ça fait bientôt 20 ans, le premier tract je crois était en février 2006, donc ça fait 20 ans bientôt. Certaines idées comme la halle qui ont été faites devant la mairie, le réaménagement du centre, le terrain synthétique pour le football, avec le temps, à force d'en parler, ça a été repris. Enfin, c'est une façon intéressante de participer à la vie du village. C'est-à-dire que toi tu sais que ça a été repris, mais les habitants ne le savent pas. Ouais, c'était dans notre programme. Nous, l'avantage, c'est que nous, on a toujours affiché les choses, même si on nous a reproché de faire des listes à l'après-vert ou des catalogues de promesses, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais pour un mandat de 6 ans, quand même, il faut annoncer un certain nombre d'actions. On l'a toujours fait. D'ailleurs, on peut facilement les trouver en ligne encore aujourd'hui. Et donc, c'est inscrit. Quand en 2008, on propose la halle, elle n'existe pas. Elle a été créée en 2012. Et elle était bien inscrite noir sur blanc dans notre programme. Donc on a eu un impact positif sur la vie de la commune, et le fait que ce débat ait eu lieu a permis de faire avancer un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, on est, je dirais, dans une dimension un peu différente. On est face à des défis aussi qui ont changé en 20 ans. La commune n'a plus les mêmes compétences, on n'est plus limité dans nos actions puisqu'on est dans une grande agglomération dans 6 pays de France, à notre corps défendant, hein. Le maire sortant et moi, on était d'accord à l'époque d'ailleurs sur le fait que c'était pas une bonne idée. Donc le maire sortant qui est Bernard Raygaud. A posteriori, ça se passe bien. Il y a une bonne entente dans cette agglomération. Les communes de Seine-et-Marne sont bien traitées. On est soutenu dans les actions et les projets qu'on met en œuvre. En tant que conseiller départemental, je vois bien qu'on arrive bien à travailler aussi sur les actions communes entre le 95 et le 77. Bon, il n'y a pas de cohérence territoriale, ça c'est dommage, mais surtout ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus les mêmes compétences, et donc on n'a pas la main sur tout. Et on est face à des défis aujourd'hui, vieillissement de la population, le défi environnemental, augmentation des températures, les crues qui arrivent, qui se concentrent et qui créent des inondations. On a connu ça en 2021, en 2023, dans notre secteur, hein, Montgé, Rouvres, face à des problèmes financiers pour les gens. Depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on est passé de crise en crise économique, la guerre en Ukraine, les énergies qui ont augmenté. Pour des gens qui sont venus chez nous avec l'envie d'être propriétaires dans un endroit agréable, mais
où il faut prendre la voiture, où c'est pas la même chose de chauffer un pavillon que de chauffer un appartement, un pavillon individuel, et des pavillons qui parfois, même souvent, datent des années 70 et ne sont pas très bien isolés, ça peut vite être une désillusion d'arriver dans un territoire comme celui-là, où les services publics sont partis, etc. Donc on a tous ces défis auxquels il faut faire face, et du coup, aujourd'hui, on ne peut plus juste se contenter de participer au débat public. Aujourd'hui, je considère qu'il faut qu'on l'emporte, parce qu'il faut un nouvel élan, parce qu'il faut donner un nouveau souffle à notre commune, tout en essayant de la protéger, parce que ce qu'on peut craindre aujourd'hui, on a l'arrivée du métro Ménil-Amelot en 2030, qui va se faire donc sur le prochain mandat municipal. Il y a une forte densification du territoire, ça construit à Dammartin, il y aura vraisemblablement des projets qui vont se faire à Autis, on a la nouvelle zone d'activité, enfin elle est de moins en moins nouvelle, mais à Saint-Marc, ça amène aussi pas mal de monde. Donc on a à faire face à de nouvelles problématiques sécuritaires, pression urbaine, et nous ce que l'on souhaite, c'est conserver la forme de village que l'on a, auquel on tient particulièrement. Donc il faut qu'on ait une maîtrise très forte du développement urbain, et il faut qu'on apporte une nouvelle réponse sécuritaire. On ne peut pas se contenter de la vidéosurveillance maintenant. On va bientôt atteindre, on y est vraisemblablement, les 3500 habitants. Aujourd'hui, il faut voir les choses différemment. Et il faut qu'on limite notre développement. Voilà. Donc, là-dessus, on n'est pas d'accord, hein, clairement, entre Bernard Ribault et moi. Enfin, entre nos deux équipes, plutôt, parce que on n'élit pas le maire, hein, on élit le conseil municipal. Donc, ce sont deux équipes qui vont s'affronter. Et oui, cette fois, je pense qu'il est nécessaire, si on veut répondre à ces défis, de changer d'équipe. Ta liste, elle s'appelle comment? Moussi en commun. Tu vas te présenter. Qui est Anthony Gratakos? Anthony Gratakos, c'est moi. Quel âge, quelle situation? Moi, je suis né à Moussy. Voilà. Enfin, je suis né à Meaux. Mais je vis, à la maternité de Meaux. À la maternité de Meaux. Comme beaucoup de gens dans le secteur. Absolument. J'habite Moussy. Ma grand-mère était la directrice de l'école depuis 1976. Donc on a habité Moussy. J'ai été élevé par ma grand-mère. J'ai fait mes études parcours classique. Excuse-moi, mais pourquoi tu as été élevé par ta grand-mère? Parce que mes parents travaillaient beaucoup. Ah oui, elle te gardait en fait. Oui, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère, et puis mes parents sont séparés, j'étais très jeune. Oui, ça n'a pas été simple. Donc il y avait un côté pratique que tu sois chez ta grand-mère, et en même temps affectif. Oui, et puis ma grand-mère avait une grande maison, donc, dans laquelle je vais maintenant, j'ai racheté la maison de mes grands-parents. Donc oui, c'était plus simple. Et donc, oui, j'ai fait le parcours classique, école à Moussy, collège à Autis, lycée à Montpellier. Voilà. Et puis, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme commercial. Je vendais des logiciels, on est au début des années 2000 pour les notaires et les avocats, au moment de la grande numérisation des professions libérales, il y a 25 ans. De tout d'ailleurs, hein, pas que des professions libérales. Oui, mais à ce moment-là, on bossait encore beaucoup sur le papier, et là on commençait à faire des démarches. C'était compliqué d'aller vendre des logiciels à des notaires qui avaient toujours l'habitude de palper les choses. Donc c'était un gros défi, c'était vachement intéressant. Et puis j'ai évolué dans différents métiers. Je suis passé par le public, j'ai été directeur de cabinet d'une commune de 8000 habitants à côté de Meaux pendant 3 ans. On peut dire laquelle? Oui, Crégy-les-Meaux. Voilà. Et puis je suis retourné au privé jusqu'à ce qu'en 2015 je rachète l'entreprise pour laquelle je travaillais, les activités transport du groupe pour lequel je travaillais. Et depuis, je suis chef d'entreprise. Cette activité, je l'ai maintenue jusqu'en 2023. Malheureusement, le Covid nous avait mis à genoux. Et depuis, je garde une activité professionnelle dans le conseil au PME sur tout ce qui est marché public et
l'accompagnement, parce qu'en France on a un gros problème avec ça. On a rarement les compétences en interne dans les entreprises pour pouvoir répondre à des marchés publics, et donc en quelque sorte je suis une solution d'externalisation de la solution rédaction de mémoire, négociation, gestion des marchés, etc. Voilà. Et en parallèle, je pense que j'ai été militant dès l'adolescence. Avec une orientation politique, donc. Donc je me suis inscrit à gauche dès que j'ai eu 15-16 ans. Au lycée, je militais dans les syndicats étudiants. Et puis il y avait j'ai été sensibilisé par pour moi, politiquement, la chose fondatrice, c'est la défaite de Lionel Jospin en 2002 et la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Ça a été une prise de conscience. Je suis d'une famille de gauche, de résistants, de républicains espagnols. Donc, gamin, j'ai entendu parler de toutes ces guerres. Et on parlait beaucoup de politique quand j'étais enfant. Mais c'était pas très concret. 2002 et le 21 avril 2002, ça a vraiment été un choc de conscience. Et du coup, dans la foulée, oui, je me suis inscrit au Parti Socialiste, au Mouvement des Jeunes Socialistes, etc. Et donc j'ai milité, j'ai distribué des tracts, j'ai collé des affiches, voilà. Et un pas, puis un autre, et puis on s'intéresse du coup au débat local, et puis on comprend un peu en regardant comment ça se passe chez les autres, l'intérêt qu'il peut y avoir à s'engager sur un territoire. Et du coup, j'ai voulu Alors, c'est parti en 2006 parce qu'à l'origine, les élections devaient avoir lieu en 2007 municipales. Puis il y avait les présidentielles, et donc l'élection a été reportée en 2008. Mais on s'était lancé, nous, dès 2006, avec cette idée de participer au débat et à relancer un débat local qui n'existait plus. Bernard Hégaux est maire depuis 83, il était adjoint en 77. La dernière fois qu'il y avait eu une liste, c'était en 83. Donc en fait, depuis 25 ans... Il y avait une liste en face, oui. Il n'y avait plus de liste en face de lui. Démocratiquement, ça ne peut pas vivre comme ça. Voilà. Donc l'idée, c'était ça au départ. Et puis, oui, j'ai fait mon parcours militant au Parti Socialiste pendant presque 20 ans. Et puis après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, François Hollande, les déceptions... les illusions qu'on peut avoir à 16 ans ou à 17 ans, elles s'effondrent face à la réalité, mais ça, je pense que c'est un parcours classique. Et puis j'ai été très 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 déçu. Tu n'es plus encarté maintenant ? Aujourd'hui, j'appartiens à une toute petite formation qui s'appelle la Gauche républicaine, qu'on avait fondée avec des copains quand on a quitté le Parti Socialiste en 2018. C'est plus un club de réflexion que véritablement un parti politique. On présente des candidats à des élections, on participe à la vie nationale. Moi, je n'ai plus de responsabilité aujourd'hui, mais de toute façon, l'engagement, la façon dont fonctionnent les partis aujourd'hui correspond pas à ce que moi j'ai connu quand j'étais jeune. Faut voir ce que c'était le Parti Socialiste en 2002-2003, malgré la défaite de Jospin d'ailleurs. Hein. On était formés, on avait des conventions régulièrement, il y avait de la vie. C'est plus que de la vie, c'était... de l'effervescence. Ça oxygénait le cerveau, parce qu'on avait des échanges, puis on pouvait se dire les choses, et évidemment il y avait de la stratégie électorale, nationale, locale, tout ce qu'on veut, mais... intellectuellement, c'était vachement nourrissant, quoi. Aujourd'hui, les partis politiques, c'est devenu des clubs de fans qui courent pour des écuries, mais il est où le travail intellectuel ? Elle est où la réflexion ? On va rappeler que tu es aussi conseiller départemental. Absolument. Donc d'opposition, puisque le conseil départemental... oui. N'est pas dans ta ligne, la majorité n'est pas dans la même ligne que toi. Qu'est-ce que tu envisages pour Moussy ? C'est ça que les gens veulent savoir. Maintenant,
Tu nous as expliqué que tu avais fait des propositions qui ont été suivies, reprises, tout ça, voilà, tu as déjà eu une action. À partir de là, maintenant, à partir de 2026, si tu es élu, qu'est-ce que tu souhaites faire? Alors, nous, aujourd'hui, on a identifié 5 priorités. La première, c'est la question de sécurité. Ah, la sécurité routière ou Non, la sécurité globale. Alors oui, la sécurité routière, ça en fait partie, mais pas que. C'est la sécurité au sens complet du terme. La sécurité des biens et des personnes, parce que, comme je le disais tout à l'heure, Moussy, 3500 habitants, dans un contexte où le secteur aussi a évolué, des problématiques qui sont très différentes d'il y a 10 ans, hein. Trafic de drogue, agression, incivilité, etc. Donc ça, c'est le premier problème qu'on a identifié. Dans la question de sécurité, il y a aussi la sécurité routière, parce que, oui, on a affaire à des quads qui roulent très très vite dans le village ou dans les chemins forestiers. Alors il y a déjà des caméras qui ont été installées à Moussy depuis assez longtemps. Oui. Il y a des dodanes ou on appelle ça des coussins berlinois aussi, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il va falloir faire d'autre? La vidéosurveillance telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire que à Moussy, personne n'est derrière les vidéos. C'est des vidéos qu'on voit a posteriori. Alors, l'Agglo, Roissy Pays de France, a un projet très intéressant qui va être concrétisé juste après les municipales, qui est de mutualiser la vidéosurveillance de plusieurs communes avec un poste à Roissy en France et des policiers derrière en permanence. Ce qui là permet de déclencher de l'intervention avec tout le réseau, police nationale, gendarmerie, police intercommunale, et là ça permet une intervention. Mais concrètement, la vidéosurveillance, les quelques premières années, elle a un effet parce que dans le guide Michelin des cambrioleurs, on dit à Moussy-Neuf, il y a de la vidéosurveillance, on va aller à côté. Et au bout d'un moment, c'est fini, ça, c'est terminé. Alors pour exemple, moi je me suis fait voler ma voiture en janvier 2024. 3 jours après, je me retrouve à la gendarmerie. On me montre la vie, parce qu'une caméra filme dans ma rue. Moi aussi, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie de Dammartin. On est en zone gendarmerie. Et donc il y a une caméra dans ma rue qui filme très bien devant chez moi d'ailleurs. Donc on voit ma voiture partir. On voit l'individu rentrer dans la voiture, il n'y a pas de problème, mais c'est 3 jours après. Ça n'a servi à rien, la voiture elle était déjà plus là. Donc c'est plus suffisant. Et puis l'effet thérapeutique du début, maintenant, il est dépassé. D'autant que quasiment tout le secteur est sous vidéosurveillance maintenant. Il y en a à Otis, il y en a à Dammartin, il y en a à Villeneuve-sous-Dammartin, je crois, à Longperrier. Donc en fait, on est devenu une commune comme les autres. Donc c'est plus suffisant. Ce dont on a besoin, je crois, c'est d'une solution de proximité. Il faut qu'on ait de la proximité. On a 2 ASVP aujourd'hui, alors qui sont très limités dans leur action. Un ASVP, par exemple, ne peut pas intervenir sur les questions de circulation. Il ne peut pas verbaliser. Et on est adhérent à la police intercommunale pour 2 agents qui sont censés passer 3 fois par jour. Mais il manque le lien de proximité. Il manque le lien de proximité et il manque le fait que les gens qui ont des intentions mauvaises quand ils viennent sur la commune se disent « Ah, à Moussy, ça rigole pas ». C'est ça, parce que les voleurs, ils savent maintenant, ou les délinquants, ils savent qu'il n'y a personne derrière la caméra d'une manière générale, donc ils s'en foutent. Ils le savent, il suffit d'aller sur Google pour savoir combien il y a d'agents dans une commune. Est-ce qu'il y a un commissariat, est-ce qu'il y a un poste de police, combien il y a d'agents dedans, on trouve tout maintenant. Oui, quand on regarde à Moussy, il y a de la vidéo, mais c'est pas en direct, et il y a 2 ASVP. Pour 3500 habitants, ça ne suffit pas. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir 4 policiers municipaux en temps plein, en équivalent temps plein, comme on dit, armés, équipés, tout en continuant de travailler avec l'Agglo sur les questions de vidéosurveillance, en lien avec la gendarmerie, et il faut qu'on travaille autour d'un contrat local de sécurité de prévention de la délinquance, parce que nous, quels sont les 3 problèmes qu'on rencontre principalement sur la sécurité? C'est les dégradations de mobilier urbain, abribus, bancs, etc.
les atteintes aux biens et aux personnes, cambriolage, incivilité, agression. Ça, c'est 2 sujets sur lesquels il faut avoir une police de proximité, qui vont discuter avec les jeunes, qui vont faire de la surveillance, des rondes régulières, qui sont présents sur des plages horaires où on sait qu'il existe un risque. Les habitants se plaignent du manque de sécurité? Oui, aujourd'hui beaucoup, oui. Les cambriolages, ils ont explosé, les vols de voitures ont explosé. Moi-même, j'en ai été victime. Et oui, aujourd'hui, il y a un fort sentiment d'insécurité. Ça, j'ai vu cette évolution en 40 ans. Quand j'étais enfant, on laissait les portes ouvertes, on jouait dans la rue les uns chez les autres. Aujourd'hui, moi, je vois plus les enfants dans la rue, et je vois bien que même ma grand-mère, qui laissait la porte ouverte toute la journée, aujourd'hui, elle s'enferme chez elle. Parce qu'effectivement, quand on a entendu que son voisin il s'est fait piquer les clés de sa voiture dans l'entrée et que la voiture est partie avec les clés avec le voleur, on commence à fermer chez soi. Ça, c'est pas des cambrioleurs, puisqu'ils fracturent rien, ils ouvrent juste la porte. D'ailleurs, c'est une des recommandations de ne rien laisser à proximité des portes. Exactement. Et même des fenêtres, oui, tout à fait. Pour ne pas se faire voler. Une personne qui rentre très vite, très rapidement, qui prend les premières choses qui lui tombent sous la main, et c'est souvent le sac à main, les clés, dans un vide-poche. Les clés sont soit dans le sac à main, soit dans les poches du manteau, soit sur la petite desserte. Voilà, c'est ça. Oui, et ça, c'est pas une légende urbaine. On connaît tous quelqu'un qui, dans la rue, s'est soit fait cambrioler, soit fait voler la voiture. Et dans les 2 ou 3 ans qui viennent de passer. Donc évidemment, ça crée une inquiétude. Et pour lutter contre, oui, il faut une police de proximité. Et troisièmement, l'axe contre lequel il faut lutter, c'est le trafic de drogue. On sait tous où sont, dans quel lieu il y a des points de deal de temps en temps. À Moussy ? Bien sûr. Et pour ça, c'est pareil, il faut une présence policière à certaines heures, de gens qui connaissent le secteur, qui connaissent les gens du village, qui sont capables de repérer qui fait quoi. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, si je rajouterais peut-être un point, parce qu'on y a été très confronté cette dernière année, il y a aussi la question des gens du voyage, qui viennent occuper nos équipements publics. On a failli, l'année dernière, avoir le stade, il a même été occupé quelques jours par quelques caravanes qu'on a réussi à bloquer, mais ça a été compliqué. Il faut qu'on sécurise nos équipements. On ne peut plus se contenter aujourd'hui d'avoir un stade où on met des blocs de 500 kilos devant la grille du parking qui est fermée en permanence, qui n'est pas utilisable par l'équipe de foot, parce que du coup, si jamais on enlève les blocs, on se demande si les caravanes ne vont pas débarquer. Les gens du voyage ne peuvent pas rentrer, mais personne d'autre ne peut rentrer. Si, parce que c'est ça le pire, c'est que maintenant ils y arrivent. Ils ont des rues derrière les caravanes, ils arrivent, les blocs de 500 kilos, ils les bougent comme ils veulent. Oui, mais pas l'équipe de foot. L'équipe de foot, elle peut pas. Donc on a un équipement magnifique, il n'est pas utilisable. Donc il faut qu'on sécurise un certain nombre d'équipements, c'est un investissement, mais quand on a 10 000 euros de dégâts sur un équipement public, faire 20 ou 30 000 euros d'investissement, à terme, c'est rentable. Et ça permet l'utilisation de ces équipements. Donc, une de nos priorités en matière de sécurité, ce sera on a grosso modo 3 points sur la commune aujourd'hui qui sont un peu sensibles, le stade de l'érable, le parking de l'école et la zone d'activité de façon globale, on va dire. Il faudra qu'on fasse un travail parce qu'il y a des zones publiques sur lesquelles nous, on peut intervenir directement, et puis il y a des zones privées sur lesquelles il faut qu'on travaille avec les propriétaires pour sécuriser. Est-ce que c'est mettre des tranchées? Est-ce que c'est mettre des barrières très sécurisées? Il faut que ça se fasse aussi avec la gendarmerie, etc. Mais il y a un vrai travail à faire. Il faut que notre commune soit réputée comme n'étant pas accueillante, pas facile d'accès, pour que les gens du voyage se disent qu'il vaut mieux aller ailleurs. Voilà, clairement. Donc c'est grosso modo les 4 sujets sur lesquels on va travailler. Ça, c'est sur la sécurité. Le deuxième sujet, la deuxième priorité, c'est le contrôle du développement urbain. Nous, on veut rester un village. On ne veut pas que Moussy devienne une ville. Et c'est un problème à Moussy ? Sur les 10 dernières années, 587 logements construits
Oui, ça change un peu les choses. Il y a combien d'habitants? On doit être aux 3500, là, c'est pas encore officiel par rapport à l'INSEE, mais on doit être 3500. Au dernier comptage, on était 3200 et quelques. On n'est pas soumis à la loi SRU, on n'a pas dépassé les seuils, et on n'y est pas soumis non plus par rapport à l'agglo. Non, on n'a pas d'obligation en la matière. On n'a pas d'obligation en la matière. Et sur les 10 dernières années, 587 logements construits, ça fait un gros apport de population. Et puis il y a eu un renouvellement urbain assez important du fait des départs en retraite des baby-boomers qui ont vendu leur pavillon pour retourner dans leur région d'origine. Et donc on a beaucoup de nouveaux habitants. Et aujourd'hui on a à peu près un habitant sur 2 qui n'habitait pas la commune il y a 15 ans. Donc la moyenne d'âge a baissé, beaucoup de jeunes. Donc avec des enfants avec des enfants sur la commune, donc ça a fait un gros renouvellement. Moi je considère que l'esprit de village, c'est pas qu'une question de taille. On n'est pas un village à 1000, à 3000 ou à 5000 habitants. Il y a des communes, j'en connais, où à 5000 habitants on est un village parce qu'il y a du lien entre les gens. C'est ça qui compte. L'esprit de village, c'est ça. Est-ce qu'on s'inquiète de la personne âgée à côté de chez soi quand il fait froid, quand il fait trop chaud, quand on voit qu'elle a des difficultés à se déplacer? Est-ce qu'on va se présenter quand quelqu'un s'installe dans la rue? Est-ce qu'on s'inquiète de voir un enfant tard dans la rue? C'est ça l'esprit de village. Est-ce qu'on se dit bonjour quand on se croise? Eh oui. Moi j'ai des voisins qui tournent la tête. Des nouveaux voisins de quelques années. Eux, ils sont pas esprit de village. Non, mais ils sont partis d'avant parce que ils trouvaient que leurs voisins étaient pas sympas. D'accord. Ah oui, particulier. Ouais. Donc, moi, j'essaye de maintenir ça, et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas facile. Bonjour, qu'on se parle, qu'on s'intéresse aux uns et aux autres. C'est ça l'esprit de village. C'est du lien. C'est aller en mairie et avoir quelqu'un à qui parler. On a un peu trop tendance à nous renvoyer une boîte mail. Quand un parent a un problème avec la cantine, de facturation, etc., on va lui dire écrivez un mail. Non, il faut que quelqu'un physiquement donne une réponse en mairie. Ou alors, dise repassez-nous nous voir le temps que j'en parle avec un tel ou un tel, repassez-nous nous voir dans 24-48 heures, on vous donnera une réponse. C'est ça l'esprit de village. Que la mairie, elle peut intervenir en remettant de l'humain, en remettant de l'accueil physique en mairie. La maîtrise du développement urbain. Là, on a eu cet apport important en population, 587 logements sur les 10 dernières années, le renouvellement de population. Il faut faire une pause dans le développement. Il faut qu'on absorbe ce développement. Alors c'est vrai que pour faire vivre un village ou une ville, on est un peu obligé, pour apporter des nouvelles populations, on est obligé de grandir un peu pour renouveler... Oui, mais il faut répondre aux vrais besoins de la commune. Et là-dessus, je pense qu'il y a eu une erreur d'orientation sur les 10 dernières années, parce que on a un problème de parcours résidentiel à Moussi. Aujourd'hui, il y a un trou. Le parcours résidentiel, c'est gros. Est-ce qu'il est possible de naître et de mourir sur une même commune? Et comment on arrive à se loger tout du long de sa vie sur la commune? Aujourd'hui, clairement, jusqu'à ce qu'on soit indépendant, tout va bien, on est chez ses parents. Mais devenir indépendant à Moussi, c'est très compliqué. Et donc, il y a pas trouver de logement, c'est compliqué. La taille des logements n'est pas adaptée, ce qui existe est un peu coûteux. C'est plus pour des familles, des adultes, des seniors. C'est plus pour des familles. Et donc, dans les programmes immobiliers qui ont été faits ces 10 dernières années, on a fait beaucoup. Il y a eu du collectif, il y en a eu pas mal, qui ont été assez bien adaptés par rapport à la taille du village. C'est pas des bars HLM. Donc ça a protégé l'ensemble, la cohérence architecturale dans la commune, mais c'est pas adapté en termes de taille. Et donc un jeune qui débute dans la vie, qui commence à avoir du travail, il peut pas se payer un appartement à plus de 1000 € par mois avec 2 ou 3 chambres. Voilà, c'est pas possible. Il lui faut 15, 20, 25 mètres carrés, un studio ou un appartement avec une chambre. Etc. Et ça, il y en a très peu sur la commune. Et d'ailleurs, c'est un peu au deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire que ça manque pour les jeunes, ça manque aussi pour les anciens, pour les aînés, qui se retrouvent dans des pavillons avec 3-4 chambres, les enfants sont partis, les petits-enfants commencent à être grands,
Ils ont envie de ne plus avoir à entretenir 120, 130 mètres carrés d'habitation et 500 mètres carrés de jardin. Ben oui, mais il n'y a pas vraiment de logement adapté. Et ça, c'est un impensé dans le développement de la commune. On a construit pour accueillir des familles avec l'obsession du maintien des classes à l'école. Ce qui est important, hein, il faut maintenir les classes. Mais en fait, ça se fait un peu naturellement parce qu'il y a des cycles. Nous, on a un territoire de grand passage. Les gens viennent travailler en région parisienne, ils cherchent des secteurs comme les nôtres. Donc les maisons se vendent très bien. Les gens qui partent en retraite sont remplacés par des familles. Ça se fait assez naturellement. Mais si on veut que ça se fasse encore plus facilement, il faut maintenir nos jeunes. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand un jeune finit par partir à Pont-Sainte-Maxence, à Meaux, à Gonesse? Bah, une fois qu'il est là-bas, il fait sa vie là-bas. Il fait sa vie, il va fréquenter les commerçants, il va fréquenter les copains. Il commence à se faire des amis, et voire au bout d'un moment, il va finir par se rapprocher professionnellement de son lieu d'habitation. Et donc on les perd. Ben, quand ils auront des enfants, ils les auront là-bas. Alors du coup, tu proposes quoi? Alors moi, ce que je propose, c'est que d'abord, on limite. On ne peut pas refaire en disant 600 logements. Ce qui est prévu aujourd'hui, hein. On a une zone d'activité concertée qui a été adoptée en 2017, qui a été attribuée à Nexity en 2016-2017. Nous, on souhaite l'abandonner pour les 2/3. On a un vrai enjeu sur le réaménagement du centre, le fait que les fermes soient mises en périphérie de la commune, parce qu'aujourd'hui elles sont en plein centre du village et ça pose des problèmes avec les engins agricoles. Donc il y a 1,5 hectare qui se trouve en plein milieu de la commune, que sont les 2 fermes qu'il y a dans le centre du village, où on a un vrai enjeu de réaménagement. Faciliter la circulation, réorganiser le centre. La salle du chêne, là, par là? Non, c'est à côté de la mairie. Ah, d'accord. Il y a la mairie, la halle, et il y a 2 fermes qui sont juste à côté. Ouais. Et là, on a une vraie possibilité de réaménagement du centre autour d'une place où on pourrait rassembler les commerces, revoir toute la circulation, parce qu'aujourd'hui, la rue Cambacérès, c'est plus possible. Avec les places en quinconce, dès qu'un bus se met, c'est impossible de circuler. Tous les gens qui partent travailler le matin et qui rentrent le soir le savent, c'est devenu compliqué. Donc déjà, il faut revoir la question des places en quinconce, et il faut trouver de l'espace en réaménageant le centre. Ça, c'est une possibilité qui est intéressante. Le fait d'aller compléter la zone commerciale derrière Intermarché, au rond-point du cimetière, ce qu'on appelle la sortie de ville ouest, par exemple en déplaçant le garage du Marais, le garage qui se trouve aujourd'hui en plein milieu des habitations, pour le mettre en entrée de ville, évidemment que ça aurait du sens. Par contre, aller construire du logement là, ça n'en a pas. Donc, nous, sur les 600 logements qui sont prévus, on veut, et qui doivent être réalisés en théorie avant 2032, puisque la ZAC court jusqu'en 2032, nous, on veut en supprimer les 2/3. Et sur les 10 prochaines années, on veut limiter le développement du village à 15-20 logements par an, pas plus. Et en donnant la priorité au logement des plus jeunes. Donc avec des plus jeunes et des plus âgés. Donc en faisant du logement adapté pour les personnes âgées, rez-de-chaussée, sans pas de porte, avec des meubles un peu plus bas, des salles de bain adaptées, etc. etc. C'est très très important. Très important. Personnes âgées, personnes à mobilité réduite. Et pour les jeunes, des logements de taille réduite à loyer modéré. Comment on fait ça? On le fait de 2 façons. On négocie avec Nexity la révision de la ZAC, qui n'a rien fait depuis 2017, donc ça serait pas un problème aujourd'hui. Avec Nexity, parce que c'est le promoteur qui s'occupe de construire la ZAC. À qui la ZAC a été attribuée. C'est dans les mains de l'AGLO aujourd'hui, mais l'AGLO ne fait rien contre dans le dos des communes, donc ça serait pas compliqué de renégocier, encore faut-il le vouloir. Et deuxièmement, le point le plus important, c'est qu'il faut que la mairie devienne un acteur de cette construction. Donc moi je souhaite qu'on crée une société d'économie mixte, comme ça existe dans d'autres communes. À Mitry, la SEMI? Oui, par exemple. Alors Mitry, c'est très grand. C'est très grand, mais ça existe dans des communes de 3-4 000 habitants.
On crée une société donc, qui a un statut privé, mais qui est détenue par des acteurs publics. Donc, en général, ceux qui sont dedans, c'est la mairie, la Caisse des dépôts et consignations. Voilà. Alors, on peut y associer, par exemple, le bailleur social du département Habitat 77. Et du coup, c'est cette société d'économie mixte qui porte les projets de construction, qui emprunte et qui en fait est propriétaire de ces logements. Ça n'est plus un bailleur privé qui porte la construction et qui est propriétaire de ces logements. Et du coup, c'est nous qui faisons l'attribution. Et là, c'est plus la même histoire. Parce qu'aujourd'hui, quand on a 25 logements qui se construisent sur la commune, on arrive à passer 3-4 dossiers en logement social. Et on a la première attribution, mais qu'une fois que la seconde arrive, c'est plus entre nos mains. Si on a notre propre parc locatif, dont nous fixons les loyers, dont nous décidons les attributions, ben là c'est plus la même histoire. Ça veut dire que ça profite à des jeunes de la commune. Moi c'est ça que je souhaite aujourd'hui. Toi qui es de gauche, tu estimes que s'il y a un pouvoir de gauche qui est en place, c'est bien qu'un pouvoir, enfin une opposition de droite vienne mettre son nez et vienne titiller un peu et c'est dire... une absolue nécessité. Et l'inverse est évidemment vrai. Bien sûr, c'est une absolue nécessité. Alors, on n'est pas dans le débat gauche-droite à Moncy. Oui. Ma liste n'est pas étiquetée. J'ai des gens de droite sur ma liste. Moi, j'ai voulu faire une liste qui est représentative de ce qu'est la population de la commune. Voilà. D'autant que les municipales, c'est une affaire locale, plus que de politique. C'est pour ça que je ne mêle pas les partis, les étiquettes. C'est pas la question. Moi, j'ai cherché des gens compétents. Il y a même des gens dont je ne connais pas l'orientation politique. Il y en a qui n'en ont pas. Hein. Il y en a qui n'en ont pas, mais c'est une question que je ne pose pas. Quand je vais proposer à quelqu'un de se présenter avec moi, c'est la personne. C'est la compétence qui m'intéresse. Donc j'ai des gens que je suis allé chercher parce qu'ils ont passé 30 ans en collectivité territoriale sur l'urbanisme ou les finances. C'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive avec des solutions toutes faites et qui disent « suivez-moi ». Donc là, ta liste est faite, bouclée, tout va bien, tu vas pouvoir la présenter. Depuis l'été dernier à peu près. Et on a travaillé... parce qu'on est 4 élus au conseil municipal. On a travaillé depuis fin 2023, début 2024 sur la question programmatique. Donc on a fait une réunion mensuelle, grosso modo, sur tout 2024 pour aborder tous les sujets qui étaient importants. On a créé un document, on a écrit ce qui nous semblait important. Et puis la liste s'est constituée, on a retravaillé tout ça collectivement, et alors on travaille beaucoup par le consensus, on discute en général, on arrive à se mettre d'accord tous ensemble. Quand il y a quelque chose qui n'est pas assez tranché, eh ben on vote, et c'est la majorité qui décide. Moi je me vois plus comme un arbitre et j'aime pas le mot, mais l'organisateur du débat interne, qui à un moment dit il faut trancher cette question-là puisqu'un consensus ne se dégage pas. Ça n'aime pas le mot parce que ça fait un peu Club Med, non? Les gentils organisateurs. J'avais pas pensé à ça. Oui, mais ça me dérange pas. Je suis pas sûre que l'expression soit toujours d'actualité, hein, mais depuis que ça a été racheté par les Chinois. En plus, et puis je suis pas sûr que tout le monde ait la référence maintenant. Malheureusement. À part pour les gens qui aiment le cinéma et qui ont vu les bronzés, c'est un peu daté, mais bon. J'apprécie, moi, la référence culturelle. On a un mode de fonctionnement qui est très collectif. Et donc, je pense que les gens qui sont dans la liste aujourd'hui, qui ont vu comment ça fonctionne depuis un an, comment on a mis en place la campagne, comment on l'a préparé, comment on a élaboré le programme, s'ils n'arrivaient pas à travailler en équipe, je l'aurais déjà vu, en fait. Ça fait Oui, parce que depuis 2024, je sais pas, ils sont pas tout nouveaux. Ah ben non, pas du tout. Et puis ça fait depuis septembre, on se voit toutes les semaines pour travailler, pour préparer les choses. On a même commencé à préparer ce qui se passerait si on était élu, concrètement. Donc quelles seront les premières mesures, ce qu'il faudra qu'on mette en œuvre. Les premières mesures, c'est ce que tu es en train de nous dire, là. Oui, alors... C'est un peu global, mais il y a des mesures très concrètes sur les premières choses qu'on va faire. Et ça peut pas se faire du jour au lendemain. Comme quoi alors?
Par exemple, moi, quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est qu'on crée une maison des jeunes. Parce que je pense qu'il y a un manque dans l'offre d'accueil de loisirs par rapport à la tranche, grosso modo, 12, 13, 17, 18, dans cette zone-là. Et j'aimerais bien que ça soit mis en œuvre dès la rentrée 2026. Mais on est élu, si on est élu, le 15 mars. On ne prend vraiment le contrôle de notre mandat qu'une semaine après, enfin à la fin de la semaine. Quand le maire est élu, il faut d'abord... Quand le maire est élu au conseil municipal suivant, et puis après on arrive en mairie. Et puis on est déjà début avril. Avril, mai, juin. Il faut voter le budget. Reste 3 mois avant les congés scolaires. Il faut voter un budget rectificatif parce qu'on va arriver avec un budget qui a été voté par la majorité précédente. Il nous reste 3 mois avant les congés scolaires pour que le projet soit prêt au mois de septembre, alors qu'il faut débloquer des crédits, libérer une salle pour ça, parce qu'on ne va pas construire une maison des jeunes pour ça, il faut d'abord trouver quelque chose d'existant. En fait, on a juste 3 mois. C'est très court. Donc si on arrive les mains dans les poches, on n'y arrivera pas. Donc nous, on a déjà aujourd'hui un projet qui est écrit. On sait ce qu'il nous faut en termes de personnel, d'agents, l'espèce, puisqu'on est en mairie. En termes de budget, on l'a déjà évalué. On a établi un projet pédagogique qui sera soumis aux écoles, aux collèges, aux équipes du centre de loisirs qui existe aujourd'hui. On a déjà préparé tout ça. Après, on va dévoiler le programme et prendre le temps d'aller à la rencontre des gens pour l'expliquer et pour convaincre. C'est important, c'est le but d'une campagne. Mais il y a cette phase qui est publique de notre programme où on annonce nos intentions. Et puis après, il y a une phase préparatoire, je suis pas sûr. Aujourd'hui, mon dossier programme, il doit faire 300 pages. Je suis pas sûr que ce soit intéressant de le dévoiler. Ce qu'on dit dans le programme est suffisamment clair pour qu'on n'ait pas à mettre tout sur la table. Mais moi, ce que je voulais et qui était très important pour moi, c'est que sur les axes prioritaires, on ait déjà quelque chose d'écrit, préparé, très réaliste. Donc ça a été préparé sur la partie scolaire. J'ai Annie Éveillard, qui est directrice d'école en retraite. Comment elle s'appelle ? Annie Éveillard, qui est directrice d'école en retraite. Dans ta liste, dans ton équipe ? Dans mon équipe, qui sera en charge des questions scolaires, jeunesse, etc. Annie, ça fait 6 mois qu'elle travaille concrètement sur le projet Maison des Jeunes, sur le projet Conseil municipal des jeunes, et qu'elle a été voir comment ça fonctionnait dans d'autres communes, quel taux d'encadrement on avait besoin. Elle a été regarder combien de jeunes pouvaient être touchés par rapport aux différentes tranches d'âge. Mais est-ce que c'est 12, 13, 14, 15, 16, 17, ou bien est-ce que c'est 13, 14, 15 ? Voilà, c'est des choses qui sont pas négligeables. Et si on ne s'est pas préparé, c'est pas en 3 mois qu'on pourra le mettre en œuvre, pour que ça soit prêt au mois de septembre. Donc tout ça, on a déjà commencé à travailler dessus. Des projets sont écrits, ils seront soumis et rendus publics quand ils seront présentés au conseil municipal, à la condition, encore une fois, que l'on gagne. La 3e priorité, c'est la question environnementale. Aujourd'hui, on est face à un défi qui est majeur, parce que c'est pas seulement, est-ce qu'on a un peu chaud l'été ? 1,5 degré de plus, c'est plus la même agriculture. C'est plus la même vie dans les écoles. C'est en juin des chaleurs insupportables. Parce que tout simplement, rien n'est adapté à cette ville-là. Ça, on l'a déjà. Alors, les nouvelles écoles qui se construisent, avec des aérations, des choses, voilà. Mais nous, notre école, elle date de 95, par exemple. Donc il va certainement falloir la rajeunir ou en faire Alors, autre. on a une obligation légale, c'est qu'on a le décret tertiaire qui nous oblige, en 2030, à avoir des normes qualitatives en matière de consommation énergétique dans lesquelles nous ne sommes pas du tout. Aujourd'hui, on en est même très loin, donc il va falloir faire des travaux de rénovation énergétique pour respecter ces normes, parce que sinon simplement nos bâtiments seront inutilisables. Donc il faut qu'on le fasse. Mais au-delà de ça, la qualité de vie de nos habitants est extrêmement importante, et surtout les impacts économiques.
Si on ne prend pas en compte cette dimension aujourd'hui, on sait très bien ce que ça coûte, les sécheresses, les inondations, parce que c'est le paradoxe, c'est qu'on va tomber dans les deux excès. La concentration des crues risque d'entraîner des inondations, et la concentration des fortes chaleurs, des sécheresses qui entraînent des craquements de terrain, des modifications des sols, etc., des problèmes d'arrosage pour l'agriculture, etc., etc. Donc, il faut qu'on tienne compte de ces deux difficultés. Et nous, comment on peut agir concrètement? Parce qu'on va se dire, ah oui, mais c'est pas, quand on voit ce que la Chine balance en dioxyde de carbone, c'est pas la mairie de Moussi qui peut agir. D'abord, si on se dit ça, on fait plus rien. Bon. Et si on peut agir? Parce que par exemple, on a la coulée verte dans Moussy qui part de la zone d'activité qui va jusqu'au collège, aux deux bouts de la commune. Toute cette zone-là, si on la boisait densément, alors qu'on a eu tendance cette dernière décennie à couper les grands arbres et à enlever des buissons pour mieux voir au travers, etc. Quand on a connu le parc, quand j'étais enfant, le parc de l'Étang par exemple, par rapport à ce qu'il est maintenant, on se dit que c'est bien pauvre. Où sont passés les fourrés, où sont passés les buissons, on allait jouer quand on était gamin. Non, on rase parce que il faut il faut que la police en passant puisse voir ce qu'il y a derrière. Là, c'est partout, mais bon, toi tu veux le faire à l'échelle du village. Moi je préfère que des policiers municipaux viennent à pied, passent dans le parc pour voir comment ça se passe, plutôt que des policiers intercommunaux qui eux vont pas descendre de leur voiture et du coup préfèrent qu'il n'y ait plus de buissons et plus de fourrés pour pouvoir voir au travers. Parce que du coup on y perd en proximité et en plus écologiquement. Moi je veux qu'on fasse une forêt dans le centre de Moussy. Il faut qu'on densifie la coulée verte et ça c'est 1 degré de gagné en été. Et c'est pas négligeable 1 degré. Parce que 1 degré en moins. 1 degré en moins l'été. 1 degré voire ça peut monter jusqu'à 2 degrés. Une forêt urbaine. Ah oui, oui. Ah oui, oui. C'est la meilleure fraîcheur en fait. Exactement, c'est extrêmement avantageux. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a des études très intéressantes qui ont été menées, par exemple sur la forêt de Fontainebleau, pour savoir quelle essence d'arbre il faut planter par rapport à ces augmentations de température. Aujourd'hui, planter du chêne vert chez nous, ça n'a aucun sens. Dans 20 ans, ils sont morts. Donc, bon? Parce qu'il fait trop chaud? Parce qu'on aura trop de sécheresse et il fera trop chaud. Donc ils n'arriveront pas à survivre. On voit bien que de plus en plus d'espèces souffrent. C'est dans la forêt de Fontainebleau, justement, je crois que ce sont les peupliers qui sont quasiment tous morts. Je ne sais pas si c'est les peupliers ou les ormes. Mais ce sont les ormes. Oui. C'est pas une maladie. C'est pas une maladie, c'est la sécheresse. Il suffit parfois d'un demi-degré de plus, et c'est plus viable pour des espèces d'arbres ou d'arbustes. Donc il faut regarder ça. Alors, c'est bien pour les pins, mais il y a la chenille processionnaire. Exactement. Oui, mais tout ça, c'est qui est remonté parce que... augmentation de température. Voilà. Donc planter des pins aujourd'hui qui peuvent attraper cette maladie, ça n'a pas de sens. Donc il suffit pas de jeter des graines dans un parc et de les laisser pousser. Il faut étudier quelles essences d'arbres on peut planter pour que dans 20 ans, on ait une forêt dense qui nous fasse gagner 1 degré, 1,5 degré, 2 degrés dans le centre de la commune. Et ça rayonne sur des hectares et des hectares. Il y en a des essences d'arbres. Oui, bien sûr. Le boulot. C'est une valeur sûre, le boulot. J'ai qu'une religion, c'est la science. Donc il faut se baser sur les études qui existent. En plus, on a des organismes départementaux sur ces sujets-là qui fonctionnent très bien. On peut travailler avec même la Fédération des chasseurs aujourd'hui, par exemple, de Seine-et-Marne, plante des haies dans les champs, le long des chemins, pour faciliter la biodiversité, éviter le ruissellement des eaux, et donc ça embarque les bons éléments des terres agricoles, etc. Donc on voit que c'est un sujet qui touche tout le monde. Et tous les acteurs... C'est quand même en majorité les agriculteurs qui ont enlevé les haies. Parce que c'était la politique de l'époque. Oui, c'est vrai. Parce que ça a fait partie de la massification agricole, oui. Et on est passé de petits... tu vois bien comment ça se passe en Seine-et-Marne. Sorti de la guerre, un agriculteur, il avait 15, 20, maximum 30 hectares. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe des exploitations qui ont moins de 500 hectares? Oui, il y en a, mais des petites. Des exploitations céréalières.
Non. Non, elles se diversifient quand elles sont petites et Quand elles sont petites, elles font de l'élevage en même temps qu'elles font du céréal ou du fourrage ou ce genre de choses. Ouais. Mais les grandes les exploitations qui sont uniquement céréales, betteraves ou ce genre de choses, c'est des exploitations qui peuvent faire 1000-1500 hectares. C'est devenu gigantesque. Et donc cette massification demandait à ce qu'on puisse faire des champs qui parfois font un demi-hectare, voire 1 hectare, 1 hectare et demi, pour pas avoir à ressortir le tracteur, etc. Et c'est l'État qui a mené cette politique. Les agriculteurs, ils ont fait comme on leur a demandé. Nous, on a la maîtrise de nos espaces verts. Et dans ces espaces verts, il faut planter, planter, planter. C'est un investissement d'avenir. Donc, la densification de la coulée verte, une réflexion globale sur nos équipements publics pour limiter nos dépenses énergétiques, pas seulement pour une question environnementale, aussi pour une question économique. On voit depuis 2022 la fluctuation des prix, le gaz, l'essence, les hydrocarbures d'une façon générale, ça a beaucoup fluctué. Il suffit qu'un événement crée un incident à l'est avec la Russie, ou dans le détroit d'Ormuz avec les cargos, les pétroliers, ou le canal de Suez quand le bateau a été bloqué sur les approvisionnements en produits manufacturés, et tout d'un coup les prix explosent. On ne peut plus être dépendant de ça. Et donc réduire notre consommation énergétique, c'est aussi réduire l'impact que les crises ont sur notre situation économique. Moins on consomme d'énergie, moins on a besoin de payer, plus on est indépendant. Mais c'est des questions qu'il faut se poser maintenant. Enfin, je vais te donner un exemple qui n'est pas simple à comprendre, mais qui en fait est hyper logique. Nous, ça fait grosso modo, je ne sais pas quand est-ce qu'on a voté la première fois au conseil municipal, c'était sur le mandat précédent, mais on court après la rénovation énergétique de certains bâtiments de la commune. Le complexe du Chêne, par exemple, c'est l'équipement qui est le plus énergivore aujourd'hui. Je pense qu'on a eu des premières délibérations sur le sujet des demandes de subventions qui doivent dater il y a presque 10 ans. 2014, 2015, 2016. Je parierais plus sur 2015, 2016. Et comme tout le monde court un peu après, si on ne fait pas un travail vraiment acharné sur ces questions-là, on n'a pas eu les subventions. Et donc on ne fait pas les travaux. Ok. Sauf que depuis 2015, de combien a augmenté le prix des matériaux pour la construction, par exemple? De combien a augmenté le coût des énergies? Depuis 2015, de beaucoup. Voilà. Et donc en fait, aujourd'hui, si on avait fait ces travaux, même en n'ayant que 30 ou 40% de subventions, au lieu des 70-80 comme on vise habituellement dans les communes, en fait on aurait déjà rentabilisé, parce qu'on aurait consommé moins d'énergie, et parce qu'en faisant les travaux aujourd'hui, ça va nous coûter 50% plus cher que ce que ça nous aurait coûté il y a 10 ans. Donc c'est pas logique d'attendre sur ce sujet-là. Je comprends qu'il faille absolument courir après les subventions. C'est difficile pour toutes les collectivités aujourd'hui. Mais sur ce sujet particulier qu'est la consommation énergétique des bâtiments publics, on ne peut plus attendre. Parce que si on attend encore 4 ou 5 ans pour avoir les subventions, on aura encore doublé le prix des énergies et le prix de la construction. Et donc, ça n'a aucun intérêt d'attendre. Donc du coup, ça fait partie... Priorité absolue. La rénovation énergétique des bâtiments communaux, c'est le dossier qu'on traitera en premier en arrivant à la mairie. L'école, primaire maternelle, qui est une passoire thermique, il n'y a même pas d'isolation dans les faux plafonds. C'est une passoire thermique totale. C'est qu'il doit avoir très chaud dans les premiers mois, mai, juin. Vers juin, ça dépend des années. Oui, ça dépend des années, bien sûr. Ça dépend des années, mais quand il y a des fortes chaleurs, oui, ça devient insupportable. Et puis le bâtiment commence à souffrir, il faut de toute façon une rénovation. Et le complexe du Chêne, le gymnase de l'Érable. Il faut voir comment on fait, mais sur ces bâtiments-là, pour maîtriser nos dépenses énergétiques, il faut qu'on apporte une solution rapide. En allant prendre toutes les subventions possibles et imaginables. Donc les solutions, c'est soit une possibilité de rénover le bâtiment lui-même, soit raser et refaire autre chose. Non, je pense qu'aujourd'hui on peut rénover. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui on peut rénover. C'est pas la peine de reconstruire.
L'école, elle date que de 95, c'est pas grand-chose pour un bâtiment public. La conception est bonne, juste on n'a pas pensé la question Ça fait 20 des ans, dépenses énergétiques. Non, ça fait 30 ans. Ouais, mais qu'est-ce que c'est 30 ans à l'échelle d'une commune? Oui. C'est pas grand-chose. Ouais, j'ai fait le CM2 moi dans cette école. C'est drôle quand on devient un acteur public de s'occuper des choses où... Je vais rénover mon école. C'est marrant. Enfin, c'est émouvant en tout cas. Ouais. Et puis surtout quand on y a eu après ses enfants, on s'apprend encore une autre dimension sentimentale et émotionnelle. Plusieurs maires m'ont dit, moi avant, je n'aurais pas lancé un projet si j'avais pas au moins 70% de subvention dessus. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup de maires me dire, j'ai attendu trop longtemps, à 50% je déclenche. Parce que moi, il faut que je limite la casse. Et donc, ça a commencé à évoluer, tu sais, à partir quand on a eu les très fortes augmentations des prix d'électricité, qui est corrélée au prix du gaz, merci les Allemands, et que certaines communes se sont trouvées avec parfois plusieurs centaines de milliers d'euros d'électricité en plus par an, qui ont annulé leurs vœux, certains spectacles pour faire des économies. Certains maires se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus continuer de fonctionner de la même façon et que parfois il fallait déclencher les travaux, même si on n'était pas au maximum des subventions, parce que attendre, c'était perdre encore plus d'argent. Et par ailleurs, je pense qu'en ayant une gestion dynamique des financements des projets, on peut y arriver. Aujourd'hui, je vois le Mitry-Mory s'est fait financer des plantations. Les plantations étaient intégralement payées par des entreprises qui ont à payer du droit carbone. Donc qui doivent donner de l'argent pour compenser la pollution qu'ils émettent. Et donc c'est comme ça qu'on finance par exemple certains travaux de rénovation. Quand on fait chez soi des travaux de rénovation, on peut demander à Total ou à je ne sais quelle entreprise polluante de verser une part de la subvention. Et là pour les communes c'est pareil. Et pour ça il faut avoir une gestion dynamique. Il faut réfléchir comment monter les projets maintenant et pas continuer de faire comme on le faisait dans les années 80 où on était avec un nombre limité d'acteurs, préfecture, conseil général, la région, et puis terminé. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Il faut travailler avec l'agglomération qui a des fonds conséquents, des fonds de concours, des participations intéressantes sur les équipements, etc. Il faut travailler avec les acteurs privés qui ont en plus le besoin de ces investissements pour répondre aux demandes de l'État. Et avec cette gestion dynamique, on peut parfaitement financer ces projets-là. Donc il faut sortir de la simple demande. Et je vois là, sur la question des rénovations énergétiques des bâtiments publics, on l'a revoté en conseil municipal mardi soir. Donc quasiment 10 ans, on a dû le passer 3 ou 4 fois. Et à la fin, ça sert à quoi? Mais je comprends pas pourquoi voter plusieurs fois la même chose? En fait, sur la base des mêmes projets, alors c'est étonnant qu'en 10 ans ça évolue quasiment pas, parce que les choses ont quand même changé en matière énergétique. Même si, alors là, mardi, on nous a même pas représenté le projet, on nous a juste demandé de redéposer la subvention. Mais... oui, c'est ça, c'est parce qu'il faut redéposer la subvention. Il faut redéposer des demandes, mais on reste dans les demandes classiques du fonds vert, des ETR, etc. Et toi, tu penses et tu dis qu'il y a d'autres demandes à faire d'une autre façon? Oui. En amont et en plus. Par exemple, dans mon équipe, j'ai quelqu'un, Pascal Nicolas, qui va être chargé uniquement, qui travaillera en lien avec l'adjointe aux finances et qui sera chargé d'aller chercher les subventions. Oui, parce que c'est un vrai travail. Hein. Aujourd'hui, c'est un vrai boulot. Et donc, alors avec l'administration de la commune, avec le service des finances, mais il aura un travail de veille, de suivi des dossiers, de contact avec les partenaires, de discussion aussi avec eux sur les possibilités, petit à petit. Mais c'est très important aujourd'hui, parce que ça va très vite. Moi, je le vois au département, d'une année sur l'autre, on modifie les seuils de déclenchement, des fonds d'équipement ruraux, les conditions à remplir pour pouvoir toucher ces aides, etc. À la région, c'est pareil.
Tous les fonds qui sont entre les mains du préfet, c'est pareil. Enfin, en préfecture, c'est pas le préfet qui les délivre lui-même, mais les règles changent d'année en année. Il faut que quelqu'un s'en occupe. Et donc, on aura un conseiller délégué juste sur ce sujet. Et donc, il ira chercher les subventions pour toutes sortes de projets. Tous les projets qu'on Pas que de la construction. Ah ben non. C'est valable pour la rénovation énergétique des bâtiments, c'est valable pour la maison des jeunes. Il faudra aller voir avec la CAF ce qu'on peut se faire financer. Ce sera valable quand on va mettre en œuvre l'élargissement des quotients familiaux. On veut passer à 12 tranches pour lisser, pour éviter les effets de seuil. Aujourd'hui, 80% des parents se retrouvent dans la même tranche, qui est la tranche la plus haute. Donc les quotients qui existent aujourd'hui n'ont aucun intérêt. Si on veut éviter cet effet de concentration et de seuil, il faut qu'on ait 12 tranches, conformément à ce que demande la CAF, et ça permettra qu'on ait un financement de la CAF sur ce qui représente une action sociale, puisque ça facilitera le financement pour un certain nombre de familles, et donc on touchera un financement de la CAF puisqu'on répondra à cette demande. Et ça, c'est un travail qu'il faut que cet élu suive pour aller chercher un maximum de financement. C'est aussi le suivi du financement des associations. Exemple bête, au département, nous finançons les associations sportives. Il y a une subvention de fonctionnement annuelle qui est au nombre d'adhérents. Et combien je rencontre d'associations qui ne le savent pas et qui ne la demandent pas? Alors que franchement, cet argent qui peut être touché par les subventions, c'est d'autant que la mairie n'a pas besoin de donner si la subvention est touchée par l'association. Et au niveau des impôts, comment ça va se passer? Ça, on y vient c'était la 5e. Ah d'accord, tu veux qu'on fasse la 4e alors? On peut faire la 4e, je pense que c'est une chose très importante. D'accord. La 4e, c'est justement ce que je disais tout à l'heure sur l'esprit de village. Ça rayonne surtout dans le sens où, pour garder le lien, il faut inverser la vapeur. C'est la mairie qui doit être au service des autres, et pas l'inverse. Donc aujourd'hui, il faut déverrouiller les portes de la mairie, il faut rouvrir la mairie. On manque de souplesse. C'est pas normal que les associations soient obligées de s'adapter aux desiderata de la mairie quand il s'agit de l'occupation des salles. Il faut que la mairie soit à l'écoute des associations. Moi, je suis président d'une association, je suis président du club de lecture. Exemple tout bête. On change les clés de la mairie pour des passes magnétiques. Je me suis rendu compte, la mairie organise une réunion. Ça a été fait ça. C'est en cours. Ah d'accord. Mais l'année dernière, une réunion a lieu où tous les présidents d'asso sont réunis et on nous présente le système. Et je me rends compte, au fil de la réunion, qu'en fait, personne n'avait été consulté. Et puis ça posait des problèmes partout, parce qu'au foot, il y a X entraîneurs, mais on nous proposait un pass. Et puis, c'était par créneau, et on avait une demi-heure pour ranger nos salles. Oui, mais parfois, une demi-heure, quand il faut démonter du matériel, etc., c'est pas suffisant. Mais en fait, non, au début, c'était pas une demi-heure, c'était 20 minutes. Et donc, une fois, au bout de 20 minutes, la clé fonctionnait plus. Donc, si la porte se fermait, vous ne pouvez plus rentrer dans le bâtiment. Oui, Et tout ça aurait pu bien se passer simplement si on avait commencé par consulter les associations en disant voilà, on pense à ça, parce que ça ne fonctionne plus, les clés, elles sont perdues, voilà, des passes, ce serait beaucoup plus simple. D'après vous, si on fait ça, quelles sont les problématiques qu'on va rencontrer? Mais là, non, on impose une solution qui n'est pas adaptée à tout le monde, et donc ça crée des tensions, et après ça finit par dégoûter les gens. Donc moi, combien de présidents d'associations m'ont dit « Anthony, j'arrive pas à garder mon secrétaire, j'arrive pas à garder mon trésorier, ou alors je suis obligé de lui tordre le bras pour qu'il reste pour 1 an de plus avant la prochaine AG, parce qu'on se sent pas reconnu, considéré dans ce qu'on fait. » On fonctionne encore avec l'Entre-deux, qui est le journal municipal, qui est une page A4, recto verso, qui en général arrive 1 à 2 fois par mois, alors pas au moment des élections, hein. Là on va la voir toutes les semaines jusqu'à mi-mars. C'est plus du tout adapté, on ne rend pas compte de ce qui se passe vraiment dans la commune. Où est-ce qu'on met en valeur le travail des associations? Sur Facebook? D'accord. Enfin, tout le monde ne va pas sur Facebook.
Mais souvent, les mairies considèrent que les associations ne sont pas de leur ressort et donc elles les laissent à leur propre vie, quoi. C'est idiot. Ce sont des équipements publics qui tournent avec une part d'argent public puisqu'on les subventionne. Et par ailleurs, les associations, c'est le cœur battant d'une commune, c'est ce qui fait vivre une commune. Une association sportive qui a 300 licenciés, mais c'est une part importante de la vie de la commune. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut les mettre en valeur. C'est vachement important. Puis à notre époque, où on court après ce lien, où on se plaint de l'inhumanité des réseaux sociaux, de la perte de sens, ne pas mettre en valeur des gens qui s'engagent pour les autres, des gens qui cherchent à aller, comme le dit la devise olympique, plus haut, plus loin, plus vite, ben c'est dommage. C'est dommage. Il faut mettre en valeur les talents de la commune, il faut mettre en valeur les gens qui s'engagent, et il faut mettre en valeur des événements. On a, nous, un club de tennis qui organise tous les ans, avant l'été, un tournoi. Il y a des gens qui viennent de toute la France. On ne peut pas résumer ça en 2 lignes dans un A4 recto verso municipal, c'est pas possible. On ne met pas du tout en valeur le travail d'une association qui fait quelque chose de formidable. Il y a des gens, moi je vais remettre des coupes en général à cet événement pour le département, il y a vraiment des gens qui viennent de la France entière. Il faut le valoriser. Et cette valorisation, elle permet d'abord de créer du lien entre les gens, elle permet de donner envie à des gens d'y aller, parce que un jeune parent qui voit ça dans le journal municipal, il va peut-être se dire, tiens, ça vaut peut-être la peine que j'y aille, parce qu'il avait fait du tennis quand il était jeune. Et du coup, il va s'investir. Et le licencié du club de tennis qui va voir ça, il va dire, c'est bien quand même ce qu'on fait, allez, à la prochaine AG, je vais prendre le poste de secrétaire, pour que ça continue. C'est comme ça qu'on crée l'envie. Donc il faut inverser la charge de la preuve, si je puis dire. Il faut que la mairie soit au service des gens, soit au service de l'école, soit au service des associations, soit au service des habitants. Il faut qu'on se libère d'un certain nombre de contraintes. Par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il est normal qu'on ait une mairie qui soit plus ouverte le samedi? On l'était dans le temps, on ne l'est plus. Pour les gens qui travaillent toute la semaine et qui n'ont que ça de libre, c'est pas facile. Mais comme on a fait le site internet, comme on peut s'inscrire à la cantine en ligne, on considère que c'est plus la peine. Moi je dis non. Nous, on réouvrira le samedi matin. Il faut que les gens puissent se présenter en mairie le samedi matin. Et on refera ce qui existait dans le temps, une nocturne, enfin nocturne pas à ce point-là, mais on ouvrira un peu plus tard, une fois dans la semaine. On définira le jour, c'est trop compliqué aujourd'hui de dire quel jour serait le plus adapté, mais il faut qu'un soir en semaine, les gens puissent venir un peu plus tard en mairie pour aller au service urbanisme, poser une question, demander un papier d'état civil, etc. Retirer un dossier. Exactement. Donc il faut se réadapter à ça. Parce que on a l'impression aujourd'hui que la mairie est gérée un peu en se protégeant de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on met en place des règles qui font que la population, comme ça, nous enquiquinera le moins possible. C'est un peu ça. C'est plus possible de travailler comme ça. Pour résumer ce point-là, ce 4e point, tu souhaites revaloriser les associations et ouvrir la mairie. Ah oui, ouvrir la mairie. Desserrer les taux et surtout changer le sens des choses. La mairie doit être au service des autres et pas l'inverse. Les associations, on doit les entendre, évidemment, toujours, dans des limites raisonnables. On n'est pas là pour obéir ou donner raison à tous les caprices. Mais il faut déverrouiller, il faut laisser les énergies se libérer. Aujourd'hui, une association qui n'est pas inscrite dans Moussy Loisirs et Culture ou l'Espoir Sportif Moussignol, la mairie refuse de prêter des salles, par exemple. Ça, c'est inacceptable. On ne peut pas tout contrôler, il faut laisser les gens s'exprimer, développer leur activité et faire les choses. Nous, on doit être au service des autres. C'est ça la mission principale d'une collectivité locale. On a des finances qui sont assez saines, même ce qui est un peu étonnant, aujourd'hui on a quasiment 4 millions d'euros d'épargne en caisse. Sur le dernier mandat, il ne s'est quasiment rien passé. Donc il n'y a pas eu d'investissement majeur qui a été réalisé.
à part de la construction. Sur le dernier mandat, on a augmenté les impôts. Contrairement à ce que Bernard Rigaud avait annoncé en 2020. Il a augmenté les impôts, sous prétexte des différentes crises d'ailleurs, qui se déroulaient. Mais en même temps, on a 4 millions d'euros en caisse à la fin de l'année. Là, dans le budget qu'on va voter vraisemblablement en février, on aura 4 millions d'épargne. Ça n'a aucun sens. Pourquoi avoir augmenté les impôts pour épargner? Cet argent, il aurait été bien mieux dans la poche des habitants. Donc ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, je suis propriétaire à Moussy, je vois bien ce que je payais avant de taxe d'habitation ou taxe foncière. Donc je devais payer, je crois, 500 euros de taxe d'habitation et 400 euros de taxe foncière, ou l'inverse, je me souviens plus bien. Depuis la suppression de la taxe d'habitation, je me retrouve à payer 1400 euros de taxe foncière. C'est quand même, merci de la suppression de la taxe d'habitation, ça a été vachement efficace, puisque je paye plus maintenant que la taxe d'habitation n'existe pas qu'avant. Mais les impôts ont été augmentés. Pourquoi faire? Quel équipement a été réalisé sur ce mandat? Le collège, c'est le département qui a payé. La gare routière, c'est l'agglo qui a payé intégralement. Ils sont où les équipements? On n'a même pas été capable, alors que le projet de collège était validé depuis début 2022. Donc on avait le temps, on a fait l'ouverture définitive septembre 2025. Ils sont où les équipements sportifs? Même ça n'a pas été fait. Aucun équipement n'a été créé sur le dernier mandat. Qu'est-ce qui justifie une augmentation? Ce qui a justifié l'augmentation, je pense que si les conseillers municipaux avaient voté avec leur tête plutôt qu'en obéissant à leur chef, il n'y en aurait pas eu d'augmentation des impôts. Moi, j'ai pas trouvé un membre du conseil municipal pour les défendre, ces augmentations d'impôts, mais ils ont voté parce que le maire avait dit qu'il fallait les voter. Pour se dire les choses franchement. Aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait pas de conseil municipal. J'ai quelqu'un de très pointu sur les questions financières, Erin Schneider, qui est directrice générale des services dans une autre commune et dont la spécialité c'est les finances. Donc, en termes de compétences, j'ai pas à rougir sur mon équipe. Erin, elle sera chargée des finances dans l'équipe. Donc il faut une maîtrise, il faut qu'on fasse la chasse. Alors c'est compliqué aujourd'hui, parce que comme on n'a jamais eu le détail du budget, je sais pas exactement sur quel poste on va pouvoir réagir, mais je suis sûr qu'il y a du gras à aller chercher sur un certain nombre de dépenses somptuaires sur lesquelles on pourrait revenir. Et puis il y a des économies un peu logiques à faire. Je parlais dans le premier point de la police municipale. J'ai testé un peu autour de moi à me dire mais ça coûte de l'argent. Mais en fait non. Comme on a 2 ASVP, qu'on adhère à l'agglo pour 2 agents qui passent 3 fois par jour, etc. En fait, 4 policiers municipaux, le coût serait équivalent. Et en mutualisant la vidéosurveillance, on mutualise aussi les futurs achats de matériel, les contrats d'entretien, de maintenance, et on fera des économies. Donc en fait, à terme, en ayant un meilleur service, on fera des économies. Et donc quel impact sur le budget des habitants? L'idée principale aujourd'hui, c'est de réduire les dépenses qui ne sont pas des dépenses d'investissement ou de personnel, justement pour pouvoir faciliter la présence humaine. C'est-à-dire qu'il faut absolument, pour faire le lien, il faut des agents. Donc on n'a pas besoin d'augmenter le nombre d'agents, on a peut-être besoin de redéployer certains services, mais on a besoin surtout de sécuriser ces postes-là, de dépenses-là, et les investissements. Et pour investir, aujourd'hui on a des besoins, par exemple, on a une seule salle qui s'appelle la salle Gozlin pour les associations culturelles. Le club de lecture, le centre artisanal, la médiévale, la chorale, tout. On se réunit tous dans la même salle. Tu imagines les problèmes d'organisation que ça pose. On n'a pas de pôle culturel. Il va falloir à un moment se poser la question. La cantine du centre de loisirs aujourd'hui, qui est aussi la cantine de l'école, elle est trop petite. À un moment, il va falloir se poser la question d'une nouvelle cantine scolaire. Donc c'est ça en fait, alors ça ne va rien changer dans le budget strict des habitants, mais tu offres davantage de services avec une gestion différente. Alors si ça va changer quelque chose, c'est que nous on va les baisser les impôts. Bah oui, bien sûr. Ça n'a aucun sens aujourd'hui de continuer d'augmenter selon les années entre 300
entre 200 et 350 000 euros l'épargne de la commune. C'est compliqué d'annoncer un chiffre, parce qu'on n'a pas le détail du budget. Donc, une fois arrivé en mairie, ce qui est certain, la première chose que nous ferons, c'est demander une étude à un cabinet indépendant, pour qu'ils nous disent exactement la situation dans laquelle on se trouve. Voir les postes qu'on peut redéployer, voir les dépenses qu'on peut retrancher, et ensuite, on verra de combien on peut baisser les impôts en cohérence avec nos projets, parce qu'il faut aussi qu'on pense au financement de nos projets. Aujourd'hui, 4 millions, ça n'a aucun sens, aucun. Le but d'une collectivité, on ne gère pas une collectivité locale comme on gère un foyer. Une collectivité locale n'a pas vocation à épargner, c'est même pire que ça. Le préfet pourrait estimer aujourd'hui que la commune a trop d'épargne et venir piocher en disant « mais ça fait 10 ans que vous nous dites que vous allez financer ça et ça, eh ben moi vous êtes à plus de 12% d'épargne par rapport au budget, je prends tout ce qu'il y a au-dessus. » Et là les Moussineux ont payé des impôts pour d'autres communes. Donc, et ça peut arriver d'un jour à l'autre. Hein. Il suffit que ça prenne au préfet et qu'il se dise il y a quelques communes un peu trop riches dans le nord du département, là, je vais aller faire une razzia, et c'est fini. Hein. Et ça arrive de temps en temps, ça. Donc il faut qu'on revienne là-dessus, et il faut qu'on s'inscrive dans une dynamique. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a plus de dynamique. On n'a pas été capable de réaliser les équipements sportifs du collège avant l'ouverture du collège, et là, on n'a pas vraiment de projet. Et non seulement on n'a pas de projet, mais on a du mal à entretenir les équipements qui existent déjà. Dans quel état se trouve la piste d'athlétisme? Dans quel état se trouve, parce qu'il ne suffit pas d'avoir, comme le dit la majorité actuelle, un bon niveau d'équipement par rapport aux communes voisines, il faut qu'il soit exploitable. On voit même plus il y avait une piste de saut en longueur, on la voit même plus tellement il y a de mousse, là-haut au stade. C'est moussi en même temps. C'est pas une raison. Moi qui vais courir, j'aime quand même bien avoir une piste propre. La piste d'athlée, elle est immonde. Les vestiaires du football, où on reçoit des équipes adverses, sont dans un état lamentable, de moisissure, mais ça se voit pas. Il y a des infiltrations à l'école, les toitures fuient, et on fait pas les travaux. Il n'y a pas qu'une question d'isolation. Il n'y a pas qu'une question d'isolation. Il y a un vieillissement, il y a des bâtiments qui sont pas bien entretenus, il y a une gouttière qui casse, on la répare pas tout de suite, donc forcément il y a des infiltrations, de bâtiments salis. Moi, ma politique, c'est celle de la vitre cassée. Ça doit être remplacé dans les 12 heures. C'est pas compliqué. C'était le maire de New York qui avait théorisé ça. Il disait à partir du moment où il y a une vitre cassée, qu'on la répare pas sur l'instant, c'est là que va se développer des problèmes de délinquance, etc. Parce que si ça s'est cassé, on va casser autre chose, etc., etc., etc. Et puis, le bâtiment qui s'abîme, ça entraînera plus tard des dépenses supplémentaires. Action, réaction. Quelque chose est cassé, on réagit sur l'instant, ça évite des dépenses plus tard. Voilà. Donc, il faut qu'on réinvestisse dans ces bâtiments pour limiter ce qu'on aura à payer plus tard. Et puis, oui, le but, pour terminer sur ce 5e point, c'est de rendre un maximum de pouvoir d'achat aux habitants, en baissant les impôts d'abord, en étant plus juste aussi dans la tarification municipale, les 12 tranches pour les quotients familiaux, qui seront appliquées à l'ensemble de la tarification cantine, centre de loisirs, études, etc., etc. Et pas juste sur le critère du revenu des parents. Il faut qu'on tienne compte aussi du nombre d'enfants par famille. Il faut que ce soit un tableau croisé, revenu, situation de la famille, etc. Pour qu'on soit au plus juste. Et c'est pas qu'une mesure de justice sociale, ça en est une qui est forte. C'est aussi une participation de la mairie au bien-être des familles. Moi, je peux pas accepter que certaines mères célibataires, d'ailleurs, je dis pas que mères, parce qu'on a des cas aussi de pères célibataires qui ont à charge leurs enfants, mais bon, dans la majorité des cas, ce sont des femmes, fassent le sacrifice de l'étude pour leurs enfants, parce qu'ils sont un peu justes sur leur revenu, parce que déjà le niveau de vie est élevé à Moussy, les loyers, les crédits sont chers, et si en plus, pour elles, l'étude est chère parce qu'on ne tient pas compte du fait que c'est une famille monoparentale, et juste du niveau de revenu, moi je me dis qu'il y a un problème.
Tu n'as pas peur que, dans ce sens-là, les autres familles qui ne sont pas monoparentales ou qui ont des revenus un peu plus élevés se disent c'est toujours nous, c'est toujours les mêmes c'est nous qui allons payer pour les autres. Il y a Alors, aussi un peu cette frustration-là. Hein. S'ils se disent ça, c'est qu'ils n'ont pas vu dans quelle tranche ils se retrouvent. 80% des familles de Moussy, dans les quotients familiaux, sont dans la tranche la plus élevée. Donc en fait, ils payent déjà le maximum. Nous, on ne va pas augmenter le tarif, on va augmenter la participation de la mairie. C'est ça la différence. En fait, alors, c'est compliqué à prouver parce qu'on n'a pas les documents budgétaires, mais à force le nombre de repas, les marchés publics qui sont passés sur la cantine scolaire, on a une idée aujourd'hui, en posant une question ici ou là qui avait l'air innocente, on a réussi à avoir les informations. Et on a réussi à calculer quel était le prix d'un repas réel pour la municipalité. Eh bien, la participation de la municipalité pour ce repas, aujourd'hui, elle est quasiment de zéro. On demande aux familles de payer l'intégralité. Et quand j'ai posé cette question à la majorité actuelle, on m'a répondu « Ah mais nous payons déjà le personnel communal ». Alors non, les habitants payent le personnel avec leurs impôts. C'est pas sorti de la poche des élus, hein. C'est les gens qui les payent. Donc en fait, la seule participation de la mairie, c'est sur l'équipement, enfin déjà rentabilisé, hein, et sur le personnel communal. Ben non, il faut qu'il y ait une participation de la mairie à la tarification de la cantine. Une prise en charge partielle, et avec ces dispositifs, c'est ça le comble. Une partie de ce qu'on mettra sera financée par la CAF, parce que ce sera une politique dynamique. Et ça, la CAF, elle soutient. Donc en fait, la cantine, elle n'augmentera pour personne. C'est ça le paradoxe de l'histoire. Aujourd'hui, ils payent déjà le maximum, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc c'est un peu hypocrite en fait. Donc, si vous êtes élu, ça va changer. Ah oui, oui, bien sûr. Mais le but, encore une fois, c'est vraiment d'améliorer la vie de ceux qui sont au bord de la rupture. Je pense en particulier aux mères célibataires, mais pas que. Les gens qui bossent sur Moussy mais qui travaillent loin et qui du coup multiplient les charges supplémentaires. Garderie le matin, cantine à midi, études et garderie le soir, le mercredi le centre de loisirs. Vous vous rendez compte de la charge que ça représente à la fin du mois pour une famille avec 2 ou 3 enfants. Il y a beaucoup de familles qui sont comme ça, hein, qui vivent ça. C'est énorme. Une fois que vous avez le deuxième qui est encore en primaire et que le premier est rentré au collège, il faut payer la carte de transport. Allez, 60, 70, 80 euros par mois, etc., etc. Ça ne s'arrête jamais. Plus la licence au foot, au tennis, à la gym. Et comment ces gens-là ils s'en sortent? C'est pas possible. Très difficilement. Donc, soit on fait du tri social, et donc on accepte que des gens qui habitent la commune partent parce que financièrement ils ne s'en sortent plus, et il en existe, hein. Soit à un moment on apporte une réponse, et cette réponse c'est un peu de justice sociale par une tarification des tranches pour les services municipaux, c'est une aide pour les enfants qui souhaitent découvrir des activités sportives. Alors il y a le pass de l'agglo, mais nous on souhaite mettre en place au CE2 un pass qui permettra à tout enfant scolarisé à Moussy d'aller découvrir 4, 5 activités sportives dans l'année, avec des accords qui seront passés avec les associations pour faire des moments de découverte. Et ça c'est pareil, c'est une façon de faciliter l'accès à toutes les activités pour des gens qui n'en ont pas forcément les moyens, ou qui n'ont pas à cœur de le faire parce qu'ils se disent que c'est pas pour eux. C'est comme ça qu'on crée du lien aussi, et qu'on facilite les choses. Voilà. Donc notre politique financière, c'est le sérieux, c'est aller traquer les dépenses inutiles, c'est rendre du pouvoir d'achat aux habitants, et c'est investir dans l'avenir. Économie d'énergie, bâtiments en bon état pour pas avoir à payer plus cher quand ça n'ira plus, etc., etc., etc. Un petit mot de la fin très court. Tu nous en as dit pas mal. Évidemment, il y aurait toujours à en dire, parce qu'il y a toujours des détails. Hein. Je peux faire ça pendant des jours. Donc, je pense que cette élection, elle est décisive, parce que les enjeux sont vraiment très importants.
Et il faut qu'il y ait une mobilisation. J'ai envie de dire, c'est paradoxal quand on est candidat de dire ça, mais même si vous n'allez pas voter pour moi, allez voter. Parce que, pas pour moi d'ailleurs, pour notre liste, parce que c'est pas que moi qui suis candidat, mais mobilisez-vous, quelle que soit votre opinion, quels que soient les candidats que vous voulez soutenir. Il faut... ça m'inquiète, moi, le fait que la participation aux élections baisse de plus en plus, même aux élections locales. Alors j'espère que la dernière fois c'était le Covid, et que là ça va aller un peu mieux. Et oui, au municipal de 2020, au départemental de 2021, la baisse était forte. Et donc, mobilisez-vous, quelle que soit votre opinion, allez voter, participez au débat. Il faut venir aux réunions publiques, pas parce qu'on est d'accord avec les gens, mais parce qu'il faut écouter ce qu'ils ont à dire et leur apporter une contradiction si on n'est pas d'accord avec eux. C'est comme ça que la démocratie elle fonctionne. Et s'il y a une chose dont je suis absolument certain, c'est que aucune bonne idée ne sort d'un système qui ne fonctionne pas démocratiquement. C'est du débat, c'est de la dispute au sens grec du terme, que naît la bonne idée, la bonne gestion, saine et équilibrée. Si une seule personne décide seule, forcément elle commettra beaucoup plus d'erreurs que si plusieurs personnes décident collectivement. Ça, j'en suis convaincu. Merci Anthony. Je t'en prie, avec plaisir.